C'est bon. Donc, c'est lancé. Alors, du coup, pour vous remettre un petit peu, du coup, dans le contexte, donc là, on est sur le deuxième webinaire de Face aux handicaps qui, du coup, là, ça traitera sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Alors, on avait déjà fait, du coup, un projet Face au handicap qui était financé par la région Occitanie et la GFIP, dont l'objectif, du coup, c'était de sensibiliser des entreprises à l'intégration des personnes en situation de handicap sur un cycle de webinaires et d'une journée de visite, donc d'entreprises adaptées et des ZAT. Donc, il y aura une visite d'entreprise, du coup, qui se déroulera le 13 septembre. Et si jamais vous voulez y participer, il faudra envoyer un mail à Magali. Et pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous le mettre du coup directement sur le chat. Ouais. De suite. Donc vous l'avez ici et vous n'hésitez pas sinon à revenir vers moi si vous avez une quelconque question par rapport à cette journée. Donc, on avait fait un premier webinaire, comme je vous disais, où on avait abordé la question de tout ce qui était sous-traitance grâce aux interventions d'une entreprise adaptée, d'un ESAT, d'une plateforme de mise en relation avec des TIH. Et aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur tout ce qui est emploi direct en milieu ordinaire. Donc, pour ça, du coup, on a la chance d'avoir 3 intervenants aujourd'hui. Donc, on va avoir Alexandra de Handiwork, Nadine de la GFIP et Sébastien du CRIC Association. Donc, n'oubliez pas, là, pour ces webinaires, du coup, il y en aura un troisième qui se passera le 12 juillet. Mais l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur l'expérience et les bonnes pratiques. Donc, si jamais vous avez des questions ou que vous voulez témoigner, n'hésitez pas, du coup, à utiliser le chat ou à lever la main, du coup, pour demander la parole. Donc voilà, donc juste je rappelle pour ceux qui sont en train d'arriver que le webinaire est actuellement enregistré. Alors, juste pour faire un petit point de ce que Toulouse, sur Face Grand Toulouse fait par rapport du coup aux personnes ayant un handicap. Nous, on a aussi un dispositif où on accompagne du coup des personnes de plus de 45 ans et ayant du coup une reconnaissance de qualification d'handicap qui dure à peu près 4 mois et c'est en collaboration du coup avec Pôle emploi et Cap emploi. Et c'est un dispositif qui est financé aussi du coup par la GFIP et par la Fondation FACE avec une partie du coup de Toulouse Métropole. Donc c'est un accompagnement qui dure 4 mois et où on retravaille du coup toutes les bases, c'est-à-dire on va retravailler la confiance en soi puisqu'on s'aperçoit que pour les demandeurs d'emploi de longue durée, il y a un véritable du coup manque de confiance en soi. On pourrait limite parler un peu de syndrome de l'imposteur puisque à partir d'un moment, ils ont l'impression de plus être à leur place et de ne plus du coup pouvoir être recrutés. Donc on les redynamise à travers des ateliers, à travers des entretiens individuels. Et sur les ateliers, du coup, on a la chance d'avoir quelques intervenants que je vois ici, donc comme Grégory Tuc, Cécile Perret ou bien d'autres. On a aussi Arnaud Devener qui est là de l'inclusion, qui participe sur certains ateliers. Donc voilà, donc si vous souhaitez, plus tard j'en parlerai. Là pour l'instant, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser du coup la parole du coup aux intervenants. Et si ça vous dit, on peut commencer du coup par Nadine de l'AGFIP. Bonjour, tout d'abord bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir ce matin. Donc je suis Nadine Blanc, je suis chargée d'études et de développement, en charge plus particulièrement de l'accompagnement des entreprises pour favoriser l'emploi et les politiques d'emploi au sein des entreprises.
et notamment, de fait, le recrutement et l'intégration de personnes en situation de handicap. Donc, excuse-moi, Maria. Du coup, je projette tout de suite, je partage ma présentation, c'est ça? Oui, c'est bon. Du coup, je peux partager. Oui, c'est bon. Alors, parce que j'ai l'impression que j'ai pas l'accès sur pour partager mon contenu. Alors, je l'avais envoyé à Magali, mais du coup, Alors, attendez, sinon, ce que je peux faire, c'est que je vous mets mon adresse mail ici. Et comme ça, je vais le projeter. alors je vous l'envoie. Et je ne trouve pas, votre adresse mail. Dans le C'est la chat, catastrophe. normalement. Sur votre Et alors, page. justement, dans ma barre d'outils, ce matin, je suis désolée, hein, je ne trouve pas le chat. Alors, je ne sais pas si les autres personnes ont bien le chat. Pour ma part, je ne visualise pas le chat. J'ai bien les participants et j'ai pas le chat. Normalement, vous avez participants, réactions, et juste à côté, vous devez avoir conversation. Et non, justement, j'ai autre action et j'ai pas conversation. Mais je vais vous l'envoyer direct. Peut-être je laisse la parole à quelqu'un d'autre et je vous l'envoie par mail, du coup, pour éviter de gréver l'intervention. Et je reprendrai la parole tout à l'heure, même si c'est un peu, désolé, je vous envoie parallèlement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Sébastien, du coup, tu souhaites intervenir? Est-ce que tu avais quelque chose à projeter, toi aussi? Alors que je t'ai envoyé, en fait, et transmis ce matin, puisque effectivement, je confirme que nous n'avons pas l'option partagée. D'accord. Donc voilà, tu l'as dans ta boîte mail. Et effectivement, si tu peux le partager, je te remercie. Je vais du coup démarrer mon intervention. Et du coup, le temps que la technique nous rejoigne avec ce partage, je veux dire d'abord que je suis ravi de voir certains visages que je n'ai pas revus depuis quelques temps. Et confirmer que la planète insertion inclusion durable à Toulouse est faite de belles âmes avec des sourires là que voilà. Je constate, ça fait plaisir, ça fait une bonne énergie. J'en ai besoin parce qu'on a un audit aujourd'hui, donc il me faut de la bonne énergie. Donc on commence bien la journée. Donc moi, ce que j'ai choisi, vous allez voir, j'ai pas fait beaucoup de planches, de slides. Plutôt que d'attirer trop l'attention sur Click Association, l'idée c'est finalement de présenter nos actions et donc l'association au travers de quelques slides. Donc on va commencer d'emblée sur le deuxième slide, si tu veux bien, Maria. Donc Click Association est une association qui a 73 ans, qui a été créée à Toulouse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et sans aucune ambiguïté, notre statut, c'est la mise en œuvre de tous les moyens susceptibles de permettre l'insertion, la réinsertion et la promotion des personnes en situation de handicap. Ce que l'on observe ces dernières années, c'est une accélération sur le questionnement de c'est quoi une situation de handicap. C'est-à-dire qu'on accompagne des personnes qui ont des troubles psychiques, mais aussi ce qu'on pourrait qualifier de handicap à distance en emploi. Je suis désolé. Sébastien, on entend le train derrière vous. Ah, c'est pas derrière moi, non. C'est quelqu'un qui a le micro. Parce qu'il n'y a pas de train. Vous pouvez couper du coup les micros. Merci. Merci, je crois que c'est OK. Merci. Donc, je disais juste que par rapport à la distance à l'emploi, on observe que le handicap est une distance à l'emploi, parfois. Mais on observe aussi que dans les personnes que l'on accompagne, c'est finalement pas forcément la première distance à l'emploi, puisque les codes sociaux, les problématiques d'habitat, les problématiques de codes sociaux ou d'addiction, par exemple, sont parfois prennent le dessus par rapport à la distance à l'emploi, par rapport au handicap. Donc, ce qui fait qu'on se pose la question, nous aussi, de proposer de plus en plus d'accompagnement pour les migrants, par exemple, ou des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, on a une partie où on accompagne les personnes en situation de handicap, c'est notre socle fort depuis 73 ans. Et de l'autre côté de la chaîne, si j'ose dire, on accompagne les employeurs dans l'inclusion de ressources de personnes en situation de handicap qualifiées.
Si tu veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Pour accompagner les employeurs, on a 3 types de propositions classiques et sur laquelle, une qui est classique et sur laquelle je ne vais pas trop m'appesantir. C'est d'augmenter le pourcentage d'obligations d'employer des travailleurs handicapés et donc de diminuer la contribution URSSAF. Là, classiquement, on accompagne les équipes RH, le référent handicap ou le responsable RSE. Ce dont je vais surtout vous parler aujourd'hui, c'est une offre d'inclusion durable, et vous verrez qu'on est déjà passé même à un autre terme que l'inclusion, où l'on démontre que l'inclusion entraîne la performance, et un CFA un peu particulier, puisque c'est un CFA entièrement dédié aux personnes en situation de handicap, et vous verrez en quoi il est particulier. Donc sur la partie d'accompagner les employeurs, nous sommes, alors là on est un peu entre nous hein, pour beaucoup, donc nous sommes, je pense, convaincus de ce qu'apporte la mise en pratique et la mise en place et l'accueil de personnes en situation de handicap dans une équipe. Et nous proposons donc des conférences sur ces sujets-là. Il y aura un cycle d'ailleurs qui va être programmé et dont je vous ferai part à partir de la rentrée scolaire 2022. Où on fait intervenir des personnes, notamment Gabriel Alperne, sur l'hybridation, qui interviendra le 17 novembre. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et sur des axes assez simples, en fait, on fait de la systémique interactionnelle et on démontre assez facilement lors de nos conférences que la mise en place de la systémique interactionnelle, en tout cas l'accueil de personnes en situation de handicap, supposées fragiles, je dis toujours supposées fragiles parce que j'ai un petit garçon à la maison en situation de handicap et moi j'atteste qu'il a plein de choses au-delà de la fragilité. On démontre que en fait, ça renforce tout le système. En fait, quand vous intégrez quelqu'un de nouveau dans un groupe, il faut ajuster ce qu'on appelle l'imago, c'est-à-dire le fonctionnement du groupe, comme avec toute personne qu'on intègre dans un nouveau groupe. Et on va s'apercevoir qu'en situation de handicap ou pas, la personne, finalement, avec ses fragilités et ses atouts, vient interagir avec tout le système. Et dans cet objectif d'inclusion durable, en lien aussi beaucoup avec le MEDEF, nous accompagnons, nous coachons les dirigeants, les managers et les équipes pour être rendues accueillantes. L'idée, c'est de faire expérimenter aux managers que la prise en compte des fragilités profite à toute l'équipe, le faire expérimenter véritablement pour qu'ils le comprennent durablement et à la manière de la roue, de l'amélioration de cranter durablement, pour que la roue ne parte pas en arrière. Et puis, l'idée aussi, c'est qu'on aide l'équipe à améliorer toutes les interactions. Et au miracle, évidemment, quand on s'aperçoit qu'il y a une écoute active d'une personne en situation de handicap ou pas, ça profite à tout le groupe. Voilà. C'est un peu le prétexte, quelque part, pour faire du coaching de manager. Notre CFA, alors, on a un CFA qui est basé à Toulouse et à Pau. L'idée, c'est de travailler sur les métiers en tension, sur tous nos plateaux de formation. Alors, on a des formations sur les métiers tertiaires, informatique, marchand et industrie. Et l'avantage des personnes en situation de handicap qui sont apprentis, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge, c'est que dans notre CFA, il y a une individualisation et une flexibilité des rythmes. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à la maturité de la personne, on va s'adapter aux besoins de l'employeur. Et vous n'avez pas l'effet promo, c'est-à-dire que si un employeur me contacte en janvier et qu'il a besoin d'une secrétaire ou d'un secrétaire assistant, par exemple, en alternance, je ne vais pas lui dire il faut attendre la rentrée d'octobre. Potentiellement, à partir du moment où on trouve le candidat, on peut démarrer très rapidement. On observe un taux d'insertion en CDI qui est très très haut. En fait, les seules personnes qui n'ont pas été recrutées en CDI, c'est des personnes qui sont placées, qui étaient en apprentissage à la DRETS, par exemple, sur lequel il n'y avait pas d'ouverture de poste. Mais dans toutes les autres organisations, que ce soit le médico-social ou les entreprises, on observe un taux d'insertion qui est très très haut, et voire même des demandes de transformer en CDI avant même la fin de l'apprentissage. Donc ça, c'est pour nous un signal fort de l'efficacité de notre CFA. Et donc, pour accompagner ces employeurs sur les métiers en tension, nous, on bénéficie d'un réservoir d'à peu près 800 adultes accompagnés par an. Donc, si on regarde l'accompagnement que l'on propose cette fois pour les personnes en situation de handicap,
Prochain slide, s'il te plaît, Maria. Merci. En fait, on travaille, alors ça c'est une présentation aussi pour orienté employeur, sur l'impact du handicap par rapport à la distance à l'emploi, sur 5 axes. La motivation et l'autodétermination, l'autonomie et la capacité de production, la capacité à valoriser le parcours et l'intention de collaborer, le comportement social au travail et la conscience raisonnable de soi. Derrière chacun de ces axes, nous avons des professionnels, assistantes sociales, formateurs, psychologues, médecins, psychiatres, qui va aider la personne en situation de handicap d'être dans une autodétermination et dans une mesure permanente de où elle en est de son parcours. Et en fait, ce que nous proposons au sein de l'association, au travers de la préorientation, qui est on va dire un bilan de compétences, au travers des centres de réadaptation, qui sont des centres de formation dans lesquels on va avoir une formation qualifiante, et au sein de notre CFA, c'est un parcours qui va donc du bilan de compétences en l'insertion et qui peut être diplômant du CAP au Bac+2. Ce que l'on observe de plus en plus dans nos accompagnements, c'est que nous passons de plus en plus d'accompagnements qualifiants à des accompagnements que je qualifierais de patch, c'est-à-dire sur des compétences données. Voilà sur les parcours très rapidement que l'on propose à Pau et à Toulouse. Et enfin, sur le dernier slide, si tu veux bien. J'aimerais vous parler de la métamorphose, en fait, sur Gabriel Alperne, dont je vais vous parlais, qui a écrit un livre qui s'appelle Tous Centaures, que je vous encourage à lire. Gabriel Alperne intervient le 17 novembre à Toulouse lors d'une conférence. Le parti pris de Gabriel Alperne, qui est chercheuse, c'est tout simplement de dire que l'inclusion vient de l'inclusion, qui signifie emprisonnement ou confinement en latin, et que finalement, le mot d'inclusion est une sorte de validisme en lui-même, c'est-à-dire qu'on se définit par rapport à une autre population. Or, pour aller au-delà, pour inclure, plus qu'inclure, les systèmes, donc c'est le parti pris qu'elle expose et qui est très simple en fait, c'est que les systèmes doivent se métamorphoser, s'hybrider. Et donc elle part sur une hybridation qui n'est pas que sur la situation de handicap, mais qui peut être une hybridation sociale, une hybridation des origines, une hybridation homme-femme, enfin tout type d'hybridation où je pense qu'autour du micro, tout le monde est OK pour dire qu'en principe, c'est quand même plutôt bénéfique d'avoir une société hybride puisqu'elle est riche de ces différences. Voilà, donc on travaille là-dessus et ça fait partie de nos travaux, notamment pour les conférences, de considérer que déjà le mot d'inclusion est presque finalement un signe qu'il y a un effort à faire et qu'il y a un dedans et un dehors, alors que dans les faits, on devrait être déjà au-delà de ces considérations-là. Voilà. Voilà Maria, j'ai pas prévu plus de slides parce que voilà, on m'a dit qu'il y avait une vingtaine de minutes d'intervention. Le CRIC est visible et visitable à Toulouse et à Pau. À Toulouse, notre site principal est place de la Croix-de-Pierre. C'est un établissement qui accueille du public. Ça veut dire que voilà, les personnes qui veulent venir visiter et venir prendre un café sont les bienvenus. Et idéalement, en fait, à des fins d'animation, nous avons également un amphithéâtre qui est à disposition, sans sujet de facturation pour les personnes bien orientées, on va dire ça comme ça, et une restauration qui est ouverte à tous. Voilà. En principe, je commence par présenter le CRIC en disant on fait bien à manger, on accueille bien, mais c'est pas notre métier principal. Super. Merci beaucoup, du coup, Sébastien, pour ton intervention. Et voilà, si vous avez des questions, tout à l'heure, on prendra un temps pour les questions pour les 3 intervenants. Nadine, sur le mail que vous m'avez transféré, il n'y a pas la pièce jointe. J'en ai renvoyé un deuxième. Elle y est. Je n'ai qu'un mail. À 9h22, pour moi, il est parti, mais je peux vous le renvoyer.
sinon, ce qu'on Non. peut faire en attendant que je reçoive bien tout ce qu'il faut, si Alexandra de Handiwork, du coup, souhaite faire la deuxième intervention. Alors Alexandra, bonjour, je suis Hugo Molina de chez Handiwork également. D'accord. Elle sera là à partir de 10h. D'accord. Je crois qu'elle vous avait prévenu là-dessus parce que là, elle est en Et alors, formation. comme je le disais, du coup, c'était Magali qui était censée faire les interventions et c'est elle qui était en contact avec elle, mais elle était malade depuis ce matin, du coup, donc donc là, si vous voulez, elle va se connecter depuis son lieu de formation parce que du coup, elle accompagne. Sinon, j'ai reçu le PowerPoint de Nadine. Voilà, tout rentre dans l'ordre. Alors. Je suis désolée Nadine, mais je n'ai toujours pas les pièces jointes. Attendez, je vais essayer de faire autrement. Excusez-moi, c'est une des participantes. Pendant que vous cherchez le document, est-ce qu'on peut poser peut-être une ou deux petites questions à Sébastien? Exactement, allez-y. Ça vous conviendrait de faire ça? Oui, oui, allez-y. Très bien. Donc, je suis Cécile Franzetti. Moi, je suis juste pour présenter, je suis en transition professionnelle et je me forme au sujet de la RSE. Pour l'instant, j'ai été très préoccupée par les enjeux climat, énergie, on va dire redirection écologique et finalement très peu au fait des sujets d'inclusion et du volet humain de la RSE. Donc aujourd'hui, je viens écouter l'intervention de tout votre panel d'experts. Et à Sébastien, j'avais envie de poser une question un petit peu sur la sensibilisation auprès des enfants et des écoles, parce que je trouve que en France, l'inclusion, même dès le plus jeune âge à l'école, n'est pas très bien orientée. J'ai beaucoup vécu à l'étranger dans des pays anglo-saxons. Et en fait, dans toutes les classes, il y a des enfants en situation de handicap ou différents, ou qui ont de l'autisme, des problèmes de dyslexie ou autres assez avancés. Et je trouve qu'il y a dès l'enfance, dès les premiers âges, on différencie. Et vous parliez, Sébastien, d'hybridation, de ne pas dire inclusion, de ne pas dire exclure. J'ai en tête l'exemple de mes enfants qui ont fait une marche dans leur école. Elles ont marché pendant 20 km. Ils ont levé de l'argent pour donner notamment au Café Joyeux. Et je pense que c'est l'une des premières fois où on a pu discuter à la maison de qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il faut travailler avec des personnes qui sont différentes. Voilà. Donc, quelle est votre opinion sur le sujet des écoles en France? Alors, ce que je vous dirais, c'est que, évidemment, et j'ai des exemples chez moi, hein, puisque sur mes 4 enfants, j'en ai un en situation de handicap, le troisième, je peux constater ce qui se passe, c'est-à-dire que la petite quatrième, pour elle, un fauteuil roulant, une chaise, une table, c'est pareil, il n'y a pas de sujet en fait. Ensuite, je constate la difficulté que ça a été de mettre Gennaro dans des écoles dites normales. Je salue monsieur Poinceau. En fait, Gennaro aujourd'hui est à l'ASEI, elle est ravie d'être à l'ASEI, ça se passe très très bien. Pour autant, son seul objectif, il a 9 ans, son seul objectif c'est retourner à l'école normale, c'est comme ça qu'il le formule. Donc il y a des expérimentations en cours, y compris avec l'ASEI, hein, les unités externes d'enseignement. Oui, c'est évident qu'il faut le travailler dès le plus jeune âge. Oui, c'est évident qu'il faut le travailler à l'école. Moi, je fais partie d'un conseil d'administration d'une école calandrette. C'est une école associative hein, où j'ai envie de dire l'occitan et la pédagogie freinée est un prétexte pour proposer à nos enfants une autre façon d'être au centre de leur projet. Et au sein de cette école-là, j'ai proposé de faire des interventions
Alors, pas moi directement, parce que moi, je ne suis pas spécialiste des sujets de handicap pour les petits, les enfants. Par contre, voilà, je pense que c'est hyper important, sans trop non plus pousser, parce que j'insiste sur le sujet que pour les enfants jeunes, il n'y a pas de sujet en fait. C'est-à-dire que je me rappelle même quand Gennaro avait des jolis flasques sur son fauteuil roulant, il y a des jolis flasques fluo, des enfants passaient et disaient à leurs parents j'aimerais avoir les mêmes flasques. Et en fait, c'est une réaction d'enfant qui dit mais moi j'aimerais avoir ce fauteuil roulant parce que je le trouve joli. Et l'adulte qui est à côté va dire ah non, non, presque laisse-les tranquilles, ne les importune pas, etc. Voilà. Donc il y a un moment, je ne sais pas à quel âge, il y a des filtres, il y a des choses qui s'opèrent. En tout cas, je pense que chez les enfants, il faut juste considérer qu'ils sont très équipés, eux, hein, pour ne pas avoir, à mon avis, d'idées reçues. Mais il faut que ce soit les adultes qui les accompagnent, qui les entourent, déjà en n'ayant pas eux des idées reçues, déjà. Voilà, parce que moi j'atteste qu'aujourd'hui c'est encore hyper lourd et que l'éducation nationale est très loin d'être prête à faire de la véritable hybridation au sein des classes. Ce n'est pas une critique. Moi j'ai vu des professeurs et j'ai vu des directrices et des directeurs d'école faire montre de beaucoup d'énergie et de volonté, mais qui au bout d'un moment laissaient tomber parce que c'était trop compliqué. On peut parler de l'accompagnement de l'enfant, hein, avec des AVS qui ne savent même pas ce que c'est le handicap. Voilà, donc grosso modo, c'est vous confiez un poids lourd de 38 tonnes à quelqu'un qui n'a pas le permis de poids lourd, quoi. Voilà. Donc pour faire schématique. Mais voilà, il y a tous ces sujets-là qu'il faut qu'on regarde en profondeur. Je crois qu'il y a une volonté affichée en tout cas. Bon, ben, maintenant il faut passer à l'acte. Et donc pour vous répondre, et merci de cette question, je pense pour autant qu'il ne faut pas trop appuyer parce que les enfants n'ont pas à mon avis, n'ont pas nos filtres. Voilà, ils sont prééquipés de base, eux, pour être hybrides, à mon avis. Alors, du coup, dernière question et on continuera du coup sur l'intervention de Nadine. Donc, Monsieur Poinceau, pardon. Poinceau. Non, je voulais juste aller dans le sens de Monsieur Martinez et puis répondre, préciser que la réflexion qu'on a au niveau de l'ASEI, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, si, ok. C'est de se dire, bon, oui, effectivement, on fait le constat que l'école change. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis la loi de 2005, il y a des progrès qui ont été réalisés, mais qui ne sont pas suffisants. Et ce qu'on observe, nous, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été faites d'un point de vue quantitatif. Il y a plus d'AESH qui ont été recrutés, il y a plus d'unités d'enseignement externalisées qui ont été ouvertes. Mais au-delà du quantitatif, on invite à se pencher sur ce qui se passe réellement dans la classe, au niveau des interactions qu'on met en place entre les enfants. Et je pense que l'enjeu, il est là, effectivement. Il faut peut-être qu'on ait une approche plus hybride. Et pour que les enfants puissent l'avoir, en tout cas pour qu'on ne la contrarie pas, il faut que les professionnels eux-mêmes y accèdent. Enfin, voilà, donc voilà, je confirme simplement le sens de ce que vient de dire Monsieur Martinez. Je pense que c'est la bonne direction, effectivement, à aller sur une approche plus qualitative pour que les représentations évoluent et que ça devienne finalement ordinaire que d'avoir à fréquenter des petits camarades qui ne soient pas tous identiques. Il n'y a pas un modèle d'élève. Il faut que l'école soit capable d'accueillir des modèles différents. Voilà, c'est tout. C'était juste pour compléter. Merci beaucoup du coup d'avoir complété. Et nous avons enfin résolu ce souci de PowerPoint que je vais pouvoir vous partager pour que Nadine puisse intervenir. Merci Maria, désolée. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais plus particulièrement vous parler de l'offre de service AGEFIP pour reprendre, bon, j'imagine, un peu le cadre que la plupart d'entre vous connaissent. Et avec une précision ou une focale plus spécifique sur l'offre d'accompagnement que nous proposons plus particulièrement
aux entreprises pour mettre en place une politique d'emploi handicap, pour développer l'intégration, l'insertion des personnes handicapées, mais également le maintien dans l'emploi. Du coup, tout d'abord, alors je vous laisse avancer, s'il vous plaît. On va passer sur les missions. Alors, j'avais prévu un petit quiz sur le slide suivant par rapport à quelle était la loi qui avait instauré la création de l'AGEFIP. On va passer sur le quiz, même la partie suivante. Je suis désolée, je vais vous faire avancer même comme jusqu'au 4e slide. C'est voilà, sur l'AGEFIP et quelle a été la loi qui a instauré la création de l'AGEFIP. Alors, je me porte à votre connaissance. Vous pouvez dérouler si vous voulez. Pardon, parce qu'en fait, j'ai fait c'est difficile parce que j'ai fait une présentation animée et quand effectivement, on n'a pas travaillé ensemble. Donc, j'avais 3 propositions à vous faire. Est-ce que l'AGEFIP a été créée par la loi du 30 juin 75 d'orientation en faveur des personnes handicapées? Est-ce qu'elle a été créée par la loi du 10 juillet 87 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ou par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances? Alors, on avait prévu, en fait, pour tout vous dire, en étant complètement transparent avec Magali, de réaliser un petit sondage via Teams, mais du coup, on n'a pas pu se caler ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous dire, effectivement, donc l'AGEFIP a été créée, c'est la réponse suivante, par la loi du 10 juillet 87 en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Au-delà de ça, cette loi, c'est la loi qui a aussi instauré le quota de 6% de personnes en situation de handicap pour les entreprises de plus de 20 salariés. À savoir que la loi de 2005, je fais une petite digression, pour l'égalité des droits et des chances, elle a créé le pendant de l'AGEFIP, c'est le FIP, parce qu'elle a imposé la loi à la fonction publique et du coup a étendu effectivement cette obligation d'atteinte de 6% de personnes en situation de handicap à la fonction publique. Donc globalement, pour le slide suivant, pour entrer sur les missions de l'AGEFIP, c'est... je vous laisse passer au slide suivant. Merci. Bon, vous pouvez tout dérouler d'un coup et je le présenterai, comme ça ce sera plus simple pour vous. En fait, l'AGEFIP AGEFIP a pour mission l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. En effet, comme la plupart d'entre vous en avez connaissance, aujourd'hui, l'AGEFIP gère les contributions des entreprises de plus de 20 salariés qui n'atteignent pas ce quota de 6% de personnes en situation de handicap dans leur effectif total. Précédemment, elle collectait et gérait la contribution. Aujourd'hui, depuis la réforme précédente, c'est l'URSSAF qui collecte l'obligation d'emploi et l'AGEFIP qui gère cette contribution-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme a réorienter la réponse à l'obligation d'emploi, plus particulièrement vers l'emploi direct ou vers l'accueil, le recours à la sous-traitance qui valorise une part de main-d'œuvre assez importante. Soit les entreprises répondent à l'obligation d'emploi par l'emploi direct, embauche en CDD, en CDI, en intérim, en alternance, même l'emploi de stagiaire, ou également, elle peut venir déduire la contribution par du recours à la sous-traitance auprès d'une entreprise adaptée, auprès d'un établissement et service d'aide par le travail, mais également par le recours à des travailleurs indépendants en situation de handicap. 2 grandes missions pour l'AGEFIP. L'AGEFIP a une mission de service public et donc, de fait, l'AGEFIP a pour mission d'aider les personnes en situation de handicap dans leur vie professionnelle, dans le cadre de leur recherche d'emploi, dans le cadre de la montée en compétences pour favoriser le suivi de formation, mais également dans le cadre du maintien dans l'emploi pour conserver un emploi et également l'accompagner les personnes pour créer leur entreprise. Différents types d'aides également déployés par l'AGEFIP qui visent à accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement, de maintien dans l'emploi, mais également, comme je vous le disais, dans la mise en place d'une politique d'emploi handicap dans laquelle je rentrerai un peu plus en détail par la suite. On va passer au slide suivant. Vous aurez les supports, je pense, donc il y a une petite vidéo qui présente de manière très synthétique l'AGEFIP. Globalement,
Alors, on va passer les quiz, du coup, plus rapidement. Parce qu'effectivement, comme on ne l'a pas intégré, je vous laisse passer même au slide suivant. Sur les principes fondamentaux de l'offre de service de l'AGFIP. Alors peut-être on va juste, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap qui peuvent bénéficier de l'offre de service de l'AGFIP et des aides financières de l'AGFIP, ce sont toutes les personnes qui sont titulaires et bénéficiaires de l'obligation d'emploi travailleur handicapé. Alors, quand on parle d'obligation d'emploi travailleur handicapé, ce sont les titulaires d'une reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, les titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, ou de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes personnes qui ont engagé une démarche de reconnaissance de la qualité travailleur handicapé peuvent solliciter les aides de l'AGFIP. Les salariés en situation de handicap qui travaillent au sein d'entreprises sous accord peuvent bénéficier des aides de l'AGFIP. Bien entendu, on demandera à ce que les dispositions prises au titre de l'accord soient mobilisées en amont, mais également les salariés qui travaillent dans des entreprises adaptées peuvent bénéficier des aides AGFIP. Seuls les salariés qui travaillent en établissement et services d'aide par le travail, eux, ne peuvent pas. Ils relèvent du milieu protégé et ne peuvent pas bénéficier des aides de l'AGFIP. Et bien entendu, les salariés intérimaires peuvent bénéficier des aides de l'AGFIP. Côté entreprise, quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier des aides de l'AGFIP? Ce sont toutes les entreprises qui relèvent du droit privé. Alors, comme il s'agissait d'un quiz, bien entendu, les entreprises qui relèvent du droit public, elles peuvent bénéficier des aides du FIPHFP, du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais également les entreprises qui sont signataires d'un accord agréé, quel que soit leur taux d'emploi, alors peuvent bénéficier des aides. Alors attention, peuvent bénéficier des aides celles qui ont atteint les 6% parce qu'on considère qu'elles répondent à l'obligation d'emploi, mais les entreprises qui n'atteignent pas le taux des 6% de personnes en situation de handicap peuvent également bénéficier notamment des appuis de l'AGFIP et peuvent également bénéficier des appuis de Cap Emploi et de Pôle Emploi. Et bien entendu, les entreprises adaptées. Alors, les entreprises adaptées peuvent bénéficier des aides de l'AGFIP dès lors que leur demande n'est pas couverte par les aides de l'État. L'offre de service, alors on va passer rapidement, je vous laisse tout afficher peut-être d'une traite. On intervient en complémentarité de droit commun. Ce ne sont pas des aides de droit, c'est vraiment on regarde une situation. La plupart de nos aides sont également intermédiées par le Cap Emploi ou par le Pôle Emploi, mais également peuvent être intermédiées, missions locales bien entendu. Et ce sont des aides qui globalement sont attribuées en amont du besoin ou et elles n'ont pas vocation à être attribuées de manière rétroactive, mais sachant qu'on est en capacité aussi d'avoir une certaine souplesse au regard de la situation. On va passer au slide suivant. Merci. Deux grands types d'aides. Des aides pour les personnes qui sont des aides qui favorisent le recrutement et l'intégration et la mobilité professionnelle, donc des aides à la formation, des aides vis-à-vis de l'accès à l'entreprise, c'est une aide à l'accueil et l'intégration, c'est-à-dire que l'AGFIP va favoriser l'emploi d'une personne en situation de handicap au regard d'une personne qui ne serait pas en situation de handicap par l'apport d'une aide complémentaire à l'entreprise qui va lui permettre de déployer un tutorat plus spécifique, de pallier peut-être à certaines aides qui viserait à la compensation au-delà de la stricte compensation du handicap. Donc, globalement, c'est une aide qui vise à favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Bien entendu, des aides directes pour favoriser l'accueil en alternance, des aides à l'adaptation des situations de travail. Toutes ces aides-là, vous les retrouverez sur le guide. L'objectif, ce n'est pas de toutes les balayer, mais de savoir qu'il y a vraiment l'existence de ces aides-là et des appuis. Vous pouvez contacter l'AGFIP, vous pouvez contacter le Cap Emploi, le Pôle Emploi et la mission locale pour avoir des informations également sur ces aides-là. Je vais passer plus particulièrement sur les aides qui sont dédiées à l'entreprise et je souhaitais en amont peut-être vous projeter une petite une information chiffrée sur la réponse des entreprises à l'obligation d'emploi en Occitanie. C'est le slide suivant. Je vous laisse tout afficher également. Ce sont globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur
Nous avons, alors en 2019, les chiffres doivent, avec le changement de la réforme de 2020, nous avons encore des difficultés à avoir une vision transverse, à savoir que ce qui a changé en plus avec la réforme de 2020, c'est qu'il y a une seule déclaration pour un sirène d'entreprise, donc par entreprise, alors que précédemment, il pouvait y avoir des déclarations par établissement autonome. Globalement, en Occitanie, en 2019, nous avions à peu près 7000 établissements assujettis. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même plus de la moitié atteignaient quand même les 6%. Parmi ces établissements qui atteignaient les 6%, la moitié l'atteignait uniquement par l'emploi direct. Ce qui veut dire que quand même le recrutement et l'intégration est bien intégré par les entreprises qui sont assujetties à l'obligation d'emploi. Sachant, hop, on va passer du coup globalement voilà, au slide suivant. Pour rentrer, c'était pour vous donner quand même une photographie, mais vous aurez ces éléments-là. Globalement, souvent, on peut se poser aussi la question AGFIP, Cap Emploi, donc aujourd'hui même Pôle Emploi avec les lieux uniques d'accueil, qui fait quoi? Globalement, l'AGFIP elle a pour mission d'accompagner les entreprises sur une approche globale RH, sur du conseil de l'accompagnement et de l'ingénierie RH vis-à-vis du handicap, de les outiller, de leur apporter effectivement des solutions par une mise en réseau et un appui à la professionnalisation. Et je vais vous préciser ces dispositifs-là. Cap Emploi a plutôt une vocation à accompagner des besoins qui peuvent être des besoins individuels, tant au regard du maintien dans l'emploi que du recrutement, que vis-à-vis de l'accompagnement des personnes pour leur permettre d'évoluer professionnellement et travailler leur transition professionnelle. Quand on parle donc d'offres et de dispositifs d'appui à l'entreprise, on va passer au slide suivant. L'AGFIP a 4 volets dans le cadre de son offre d'accompagnement. Tout d'abord, un accompagnement qui se veut un accompagnement direct. Vous pouvez avancer et afficher la totalité des slides. C'est-à-dire que l'AGFIP accompagne individuellement les entreprises pour développer les politiques d'emploi handicap. Quand on parle, c'est-à-dire qu'on leur propose un diagnostic avec une focale handicap pour proposer, adossé à ce diagnostic, un plan d'action qui a vocation de traiter en fonction de la situation de l'entreprise, du besoin, de leurs attentes, la question du recrutement, du sourcing, la question du maintien dans l'emploi, la question du recours à la sous-traitance, c'est-à-dire les différentes facettes de réponse à l'obligation d'emploi. Bien entendu, pour mener à bien ces actions, on traite également la question de la sensibilisation et également on traite la question du maintien dans l'emploi en fonction de la typologie de l'entreprise. Au-delà de ça, on propose un réseau des référents handicap qui est ouvert à toute entreprise et à toute personne qui porte le handicap au sein de son entreprise. Là, l'objectif, c'est alors on revient en présentiel à partir du mois de juin et pour la prochaine rencontre du réseau des référents handicap. Et l'objectif, c'est de travailler sur des sujets. Le prochain sujet, c'est lever les freins par rapport aux idées que l'on peut avoir reçues sur le sujet du handicap et c'est de partager sur ce sujet avec des interventions de personnes qui peuvent être des personnes ressources, mais également vraiment de permettre aux entreprises de travailler en réseau et de partager leur expérience. Au-delà de ça, on noue des partenariats avec les OPCO, des partenariats, alors HandiWork est ici, donc par le biais de partenariats avec les OPCO, on travaille avec HandiWork. HandiWork également a fait partie de nos projets valorisés au titre des innovations. On travaille également sur des approches sectorielles, mais également, effectivement, par exemple, la présence aussi, et excusez-moi, Maria, mais dans le cadre des partenariats, effectivement, on noue des partenariats localement, mais notamment on a un partenariat avec le réseau de FACE et avec FACE Grand Toulouse plus particulièrement. Pour aller dans les quelques actions, quand on parlait de professionnalisation, et pour finir, parce que je sens que je prends beaucoup de temps, je souhaitais porter à votre connaissance aussi que nous proposons également des modules de professionnalisation. Nous proposons 4 modules de professionnalisation aux personnes qui portent le handicap au sein de l'entreprise. Alors initialement, ces modules ont été construits pour répondre à l'obligation qui a été
introduit par la réforme qui obligeait toutes les entreprises de plus de 250 salariés à identifier un référent handicap au sein de sa structure. Donc, on a proposé des modules de professionnalisation. Un premier module socle, c'est la connaissance de base sur le handicap, et des modules qui visent à traiter plus particulièrement le sourcing, le recrutement, le maintien dans l'emploi et également la réponse à l'obligation d'emploi. Ce sont des modules qui sont pris en charge à 100% par la GFIP. Sur le slide suivant, également, je souhaitais juste porter à votre connaissance sur le fait que sur notre site internet, il y a également un centre de ressources qui vous permet de pouvoir obtenir des outils de sensibilisation, soit des affiches, des fiches pratiques. Et depuis quelque temps, on a développé aussi des outils de sensibilisation sous des formats de jeux ludiques. Nous avons le jeu Handi Poursuite. Savoir que ce jeu, on peut aussi le personnaliser pour le déployer au sein d'une entreprise. Et le référent handicap est administrateur de ce jeu au sein du collectif de travail. On a aussi une Active Box qui est dédiée aux référents handicap des entreprises qui donne tous les mois des outils clés en main, affiches, outils de communication sur les réseaux sociaux, des petits guides pratiques au regard du thème qui sera traité sur le mois choisi. Sur le mois à venir, c'est handicap et culture, par exemple. Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu longue. En plus, il y a eu quelques couacs. Je reste à votre écoute pour toutes les questions complémentaires que vous auriez à me poser. Je vous remercie. Non, c'était pile poil parfait, exactement le temps qu'il fallait. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, Nadine, du coup, pour l'intervention. Et si vous avez des questions, du coup, à lui poser, n'hésitez surtout pas. Donc peut-être du coup pour revenir sur ce qu'elle disait par rapport à notre partenariat, c'est aussi par exemple le dispositif dont je vous ai présenté tout à l'heure, où nous on vient justement en amont pour le retour en fait à l'emploi des personnes en situation de handicap, pour retravailler la remobilisation et recréer aussi un parcours qui puisse leur permettre de recréer un réseau à travers les ateliers, puis comme je vous disais, du coup, à chaque atelier, un intervenant, du coup, intervient. Donc, que ce soit, du coup, pour travailler sur la remobilisation, pour retravailler sur la confiance en soi, retravailler aussi leur façon de se présenter durant l'entretien, mais aussi des outils qui peuvent les aider dans leur quotidien. Et en plus de ça, du coup, à la fin, nous faisons aussi la rencontre, par exemple, d'agences d'intérim, de structures qui accompagnent sur la création d'entreprises. Et là, en parallèle, nous organisons du coup une journée de clôture où nous allons faire un retour d'expérience version grande nature du coup, et tous les participants ainsi que les entreprises qui ont participé sur ces accompagnements-là, ainsi que les financeurs et les personnes qui nous ont soutenus seront invités. Et ça se passera aussi du coup le 12 juillet, du coup à la suite du coup du troisième webinaire. Juste, je me permets de rajouter dans le cadre de notre partenariat depuis plusieurs années, nous organisons le Forum Handi Alternance. Alors, c'est vrai qu'il a été impacté par la crise Covid parce que c'est un forum qui se veut en présentiel sur Toulouse. Donc, on va vous proposer une nouvelle version sous un format Forum Handi Recrutement. On a retenu la date du 15 novembre en espérant que tout se passe bien d'ici là. Et voilà, donc on repart pour l'organisation effectivement d'un forum qui se tiendra à l'espace Vanel, comme précédemment, et qui aura vocation à permettre, à faciliter les rencontres entreprises, personnes en situation de handicap. Merci, pardon. Merci d'avoir complété du coup c'est avec ces informations-là. Je ne sais pas si M. Molina, il y a Alexandra du coup qui est prête ou pas encore. Elle n'est pas arrivée encore. D'accord.
Après, si vous... Ah, si. Ah, si, bon, je la vois. Super. Bonjour. Pile poil à l'heure. Bon, allez, les aléas du direct, j'ai l'ordinateur qui a plus de batterie et je n'ai pas pris le chargeur. D'accord. Alors, bonjour à tous, je suis désolée, j'arrive en plein milieu. Donc, j'ai laissé mes stagiaires travailler dans le magasin et j'espère que vous m'entendez parce que j'entends très peu vos voix. Nous, on vous entend très bien. Bon, bah, très bien, super. J'espère que le téléphone ne va pas faire un vol plané. Du coup, je ne sais pas du tout où vous en êtes. Justement, c'était à vous d'intervenir. Donc, voilà, Sébastien Martinez du CRIC Association est intervenu. À la suite, Nadine Blanc de la GFIP. Et là, du coup, c'était à vous d'intervenir. D'accord. Donc, du coup, je me présente rapidement. Je suis Alexandra Degas. Je suis responsable du pôle découverte chez Handiwork. Je pense que vous avez peut-être déjà échangé avec Hugo Molina sur... Pas du tout? Pas encore, non. Ok. Donc, moi, je m'occupe de la partie découverte de Handiwork et Hugo s'occupe de la partie recrutement. Si je dois vous expliquer en 2 mots ce qu'on fait, on travaille donc dans l'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap avec le même mode de fonctionnement tous les deux. C'est-à-dire qu'on a un formateur qui intervient 100% sur le terrain pour encadrer une équipe de 4 stagiaires dans une entreprise en vue de les former. Ils arrivent à acquérir donc des compétences en termes de savoir-être et de savoir-faire. Ces compétences sont transmises par le biais de notre formateur, suivies par des bilans réguliers et ponctuées de rapports hebdomadaires qui font que il y a vraiment toute une logistique qui est faite autour du dispositif avec des outils concrets d'accompagnement. Donc ça, c'est la base de découverte et de recrutement. Ce qui différencie nos 2 pôles, c'est que les publics sont différents. Donc pour ma part, j'accompagne des personnes qui sont orientées en milieu protégé, type ESAT, anciennement CAT, IME pour les plus jeunes, ITEP, et donc des personnes qui ne sont pas demandeurs d'emploi pour l'instant et qui sont, dans mon objectif à moi, en besoin de découverte du milieu professionnel ordinaire. Donc, le principe d'accompagnement, il est le même sur découverte et recrutement. La différence avec Hugo, c'est que lui, il accompagne des demandeurs d'emploi qui sont toujours en situation de handicap, mais qui, eux, ne sont pas déjà immergés dans un parcours où il y a un chemin tout tracé pour eux, ils doivent rentrer en établissement et ils n'en sortent jamais. Donc, nous, on essaye de bouger un petit peu les barrières sur Handiwork découverte au départ, c'est-à-dire de leur montrer qu'effectivement, il y a d'autres possibilités dans le milieu de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si sur cette partie-là, vous avez des questions. Pas de questions? Si peut-être une question, où se passent les stages? Sur quel lieu? Monsieur Poinceau, je gagne du temps et j'ouvre seulement le micro. Les stagiaires sur le module découverte, vous les accueillez sur quel lieu de stage? Alors, concrètement, pour la mise en place de ce qu'on appelle un dispositif, on a un établissement médico-social qui souhaite participer justement à l'action de formation. Et nous, sur Découverte comme sur les autres pôles d'Handiwork, l'objectif, c'est de trouver une entreprise, en fait. Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre en lien une entreprise qui sera le lieu exclusif de formation. Et les stagiaires sont accompagnés par un formateur Handiwork à raison de 3 heures par semaine sur 10 mois, toujours la même demi-journée et toujours dans la même entreprise. Donc, par exemple, là, cette année, j'ai 38 dispositifs en cours. On travaille avec des enseignes comme Métro. Ah, ça a coupé. Vous êtes là? On travaille avec Carrefour, Lidl, Weldom, Truffaut pour tout ce qui est jardinerie. Et donc, les stagiaires sont formés dans cette entreprise-là où le formateur, en fait, propose sur la demi-journée le travail à faire en appui sur les équipes qui disent vous pouvez effectuer telle et telle mission en mise en rayon. Donc, pendant 3 heures, ils sont encadrés et ils travaillent dans le magasin comme une équipe qui s'intègre et qui, au fur et à mesure, est vouée à éclater de manière à ce que chaque stagiaire travaille en binôme avec des personnes du magasin. L'idée, c'est pas qu'on soit dans l'entreprise avec une mission en groupe, c'est qu'au départ, les premières sessions, c'est ce qui se passe, découverte du magasin, découverte du fonctionnement, et après, petit à petit, le formateur va autonomiser les stagiaires pour qu'ils travaillent en binôme avec des personnes de l'entreprise. Ok, merci. Et
Le résultat à l'issue du stage, ils s'orientent sur des formations ou qu'est-ce qui se passe? Alors, l'objectif du stage pour les stagiaires, c'est la découverte du métier et de leur orientation. Donc, quand on accompagne les plus jeunes, déjà, entre 16 et 20 ans, c'est leur orientation professionnelle. Et ceux qui sont en voie d'orientation milieu protégé ou milieu ordinaire vont avoir des réponses à ce sujet. Pour les plus jeunes, ce qui peut se passer par la suite, c'est éventuellement un contrat d'apprentissage, un contrat pro, une alternance. Si l'entreprise a détecté justement, l'avantage de ce qu'on propose, c'est que l'entreprise aussi découvre des personnes à plus long terme que quand on est simplement en période d'essai. On va dire quelqu'un qui rentre dans une entreprise, elle a une journée ou deux de formation avec les équipes et après elle est lancée dans son travail. Nous, l'avantage, c'est que le magasin connaît les stagiaires parce qu'il y a une régularité sur 10 mois. Donc, sur 10 mois, ils ont une possibilité de voir l'évolution de la personne en termes d'acquisition de compétences, de voir la personnalité, de juger un petit peu de comment se passent les interactions avec les équipes. Et c'est vrai que côté entreprise, des fois, il y a des périodes de stage qui sont mises en place, si le stagiaire, le jeune ou le moins jeune veut le faire. Pour certains qui sont orientés pour l'instant milieu protégé, il ne peut pas y avoir d'embauche directe. C'est plutôt des mises à disposition, c'est-à-dire que l'établissement va mettre l'usager à disposition du magasin pour travailler sur des périodes définies. Et comme je vous disais, il peut y avoir pour les plus jeunes une orientation vers un contrat d'apprentissage post-dispositif. Quoi qu'il en soit, des stages sont mis en place entre mars et juin, fin du dispositif, pour voir ce que c'est aussi de travailler plus que 3 heures par semaine. Donc des périodes de stage de 1 ou 2 journées, voire jusqu'à 1 semaine, qui peuvent être reconduites sans handiwork après le dispositif. Donc, est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'handiwork, du coup, personnellement? Alors, si ça moi, alors, en ce qui me concerne, non. Voilà. Donc, merci pour l'information. Et merci pour vos réponses. Si jamais il y a un contrat d'alternance qui se met en place, est-ce que le lien est fait avec le CFA que M. Martinez a présenté tout à l'heure, ou l'alternance se fait où, en général, et quel support au niveau du centre de formation? Alors, au moment de l'alternance, nous, on peut attester du parcours par les grilles qu'on remplit, mais après, le projet se fait entre l'entreprise et le CFAS. Handiwork n'intervient plus à ce moment-là, à part pour valider qu'effectivement, le stagiaire a pu acquérir des compétences et est en capacité d'intégrer ce type de formation. Ok, d'accord. On va plus intervenir dans la mise en relation, en fait, des intervenants. J'avais une question. J'ai vu que vous étiez basé à Bagnols-sur-Cèze. C'est peut-être ce qui vous vaut votre magnifique accent. Je ne dis pas ça parce que j'ai grandi à Alès, hein, et que j'ai travaillé à Marcoule pendant de longues années. Mais bon. Donc je connais bien votre coin là-bas, je le connais par cœur. Du coup, par rapport à votre intervention, ça veut dire que vous êtes basé à Bagnols-sur-Cèze. Est-ce que vous avez d'autres antennes? Est-ce que vous intervenez à Toulouse, sur le territoire? D'accord. Ah oui. En fait, le siège est à Bagnols-sur-Cèze. Mon poste spécifiquement est sur toute l'Occitanie. Donc là, on travaille en passant de la Lozère sur Mende, Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Montpellier, Narbonne, Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse, Lavore, Albi. Donc on est en train de venir vraiment côté Toulouse depuis cette année. Il y a un autre poste qui devrait compléter justement mon travail, puisque sur l'Occitanie, c'est vaste, et en étant au siège à Bagnols-sur-Cèze, on est à l'opposé de Toulouse. Donc, il y a quelqu'un qui vient compléter l'équipe normalement à la rentrée prochaine. Et on a déjà, sur découverte, 7 dispositifs en cours sur Toulouse. D'accord. Sur les des entreprises éventuellement pour l'année prochaine pour accueillir les dispositifs pour reconduire avec les établissements. De Tarbes à Bagnols-sur-Cèze, ça fait quand même effectivement une sacrée région très étendue. Écoutez, du coup, j'en profite, hein, si la personne, vous pouvez la mettre en relation, je l'accueillerai avec plaisir pour voir si on peut travailler ensemble sur Toulouse. Du coup, ce sera moi dans un premier temps, puisqu'elle risquerait de prendre son poste en septembre. Donc, si suite à cette visio, on peut s'échanger les coordonnées, ça fait grand plaisir. Ok, très bien. Vous n'étiez pas là tout à l'heure quand j'ai parlé de notre restaurant. Mais voilà. On a un restaurant ici à Toulouse qui est ouvert au public et dans lequel ce sont nos équipes qui font une restauration collective. Il paraît que c'est la meilleure restauration collective de Toulouse. D'accord. Ça me donnera l'occasion de venir y manger du coup. À toute objectivité. Ok.
Avec plaisir. On fait aussi des dispositifs dans la restauration. Si à l'occasion, on peut le mettre en place. On a fait ça cette année à titre expérimental, restauration traditionnelle, là, pour le coup. Et Hugo travaille déjà dans la restauration rapide aussi. Mais la restauration, ça nous tient aussi à cœur, et pour travailler et pour manger. Après, je ne sais pas, on n'a pas parlé, est-ce qu'on va plus loin dans la présentation ou c'est vraiment le fonctionnement de base que vous vouliez voir aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé de comment on met en place le dispositif, du coût que ça peut avoir financièrement? Vous pouvez un petit peu détailler, hein, allez-y. D'accord. Donc, juste pour finir, la convention collective, n'importe quoi. La convention, pardon, qu'on fait pour créer un dispositif, elle est tripartite. Elle est entre l'établissement, l'entreprise et Handiwork. Pour monter un dispositif, il y a tout le travail en amont de recherche de partenaires. Donc, c'est sur ça que je travaille, et le suivi du dispositif et ensuite la clôture. Je suis formatrice moi-même, donc c'est pour ça que ce matin, je suis à Weldom en train d'encadrer mes stagiaires qui sont autonomes à cette phase-là. On fait le bilan final la semaine prochaine. Et pour monter tout ça, en fait, le coût d'un dispositif qui tient compte vraiment de toute cette logistique est de 9 000 €. Donc, en sachant que ces 9 000 €, pour l'instant, ils sont cofinancés entre l'établissement et l'entreprise, et que l'entreprise, sur sa partie, a des déductions fiscales qui sont possibles. Par exemple, les heures réalisées par les stagiaires peuvent être déduites des cotisations AGFIP. On a plusieurs modes de fonctionnement qui fait qu'au départ, effectivement, ça coûte 4 500 €, mais il peut y avoir des déductions sur N+1. Et l'idée, c'est que jusque-là, sur Handiwork Découverte, on a bénéficié de beaucoup d'aides de fonds privés, un petit peu les fonds publics avec des budgets qui s'appellent des PRIT, ou par exemple, l'année prochaine, je devrais le faire en Ariège. Donc, chaque année, on change de département et la région nous aide à continuer à nous développer département par département. Donc, sur l'Ariège, si vous avez des magasins, par exemple, je sais qu'à N+1 pour la rentrée 2023, l'objectif, c'est de développer aussi ce côté-là. Parce que j'ai des demandes de Tarbes, de Auch, de Bordeaux, donc on est en train de partir sur le côté, la côte atlantique. Donc, concrètement, les 9 000 €, ils servent à rémunérer le formateur pendant sa période de formation de 10 mois, toute la logistique, tout ce que je mets en place moi de mon côté, tous les déplacements, et c'est vrai que pour l'instant, on est en recherche de solutions. Côté entreprise, on sait qu'il y a des allègements possibles. Côté établissement, ce sont eux qui l'absorbent. Et pour que ce soit équitable, on répartit donc les 9 000 € à charge égale entre l'établissement et l'entreprise. Le fait que l'entreprise participe aussi, ça permet plus d'implication de ce que je vois. Parce que les fonds étant finis depuis l'année dernière, le fait d'investir un petit peu plus, ce n'est pas un simple stagiaire, c'est quelqu'un qui a envie d'intégrer. Il y a un objectif vraiment d'inclusion. Et les entreprises sont d'autant plus attentives quand elles participent financièrement. Je ne dis pas que quand c'est gratuit, ce n'est pas le cas, mais ça l'est un peu moins. Voilà pour la partie mise en place concrète, donc la convention et l'aspect financier du dispositif découverte. Super, merci beaucoup du coup pour l'intervention. Je ne sais pas du coup si vous avez des questions du coup en ce qui concerne Handiwork, mais aussi peut-être d'autres questions qui sont venues au fur et à mesure pour Sébastien ou pour Nadine. N'hésitez pas du coup à les poser. C'est aussi l'occasion de pouvoir du coup échanger sur ces thématiques-là. Donc voilà. Oui, bonjour, moi j'ai une question pour Alexandra. Alors moi je m'appelle Arnaud Levenard, je travaille pour une société qui s'appelle l'Inclusion. On accompagne des porteurs de projets ou des travailleurs indépendants en situation de handicap dans la création de leur activité. Alors moi j'avais une question plutôt sur la partie demandeur d'emploi plutôt que personne en milieu protégé. C'est quel type de profil que vous accompagnez dans le retour à l'emploi en situation de handicap, et si quelqu'un est intéressé, comment on peut vous l'orienter par exemple? Alors Alex, si tu permets, je vais répondre. Ça va plutôt s'adresser au type de personnes que je vais accompagner. Donc nous, effectivement, on va accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi, inscrites à Pôle emploi, pour les rentrer dans nos parcours de formation dans des entreprises en vue de recrutement, parce que la finalité concrète, c'est le recrutement. Du coup, par rapport à votre question, on établit avec l'entreprise une liste de prérequis.
c'est-à-dire par exemple quand on va travailler dans la grande distribution, la station debout, un éventuel port de charge, etc. Voilà une liste de prérequis. Et ensuite, on se met en relation avec les services publics de l'emploi qui vont, dans les personnes qu'ils accompagnent, qu'ils suivent, solliciter en vue de participer à une première étape à une information collective où on va présenter le projet avec l'entreprise et nous, Handiwork, pour expliquer l'accompagnement qu'on fait, voilà, pour les positionner sur l'opération. Donc c'est par rapport à une liste de prérequis construite avec l'entreprise qu'on va cibler le public en situation de handicap. D'accord. Et au niveau des entreprises avec qui vous travaillez, ça représente quel type de secteur? Essentiellement la grande distribution. Historiquement, ça a été Lidl, ça a été voilà, ce type d'entreprise. La restauration rapide qu'on est en train de développer et la logistique. Voilà, ça va être les trois principaux secteurs avec lesquels on travaille. Ok, d'accord. Et donc, par exemple, pour une orientation, c'est-à-dire que si quelqu'un est intéressé par vos services, il faut qu'il en fasse part à son conseiller Pôle emploi qui ensuite va le rediriger vers vous. Okay. Exactement. Nous, dès qu'on a un projet qui se déclenche, si vous voulez, mon travail, ça va être de mobiliser en fait tous les partenaires possibles de l'emploi et associatifs, tout type de structure qui pourraient nous faire remonter des personnes intéressées par nos dispositifs. Donc là, sur Toulouse, en l'occurrence, on a un dispositif en cours chez Castorama à Portet-sur-Garonne. Et donc, j'ai mobilisé Pôle emploi, Cap emploi, Phase Grand Toulouse, du coup, aussi, et d'autres partenaires, alors je ne les ai plus en tête, mais qui pouvaient nous faire remonter des personnes qui pouvaient passer au travers des mailles du filet de Pôle emploi, par exemple. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai que le plus compliqué, c'est de trouver les bons interlocuteurs, les bons partenaires. Voilà. Merci pour cette précision. Si je peux me permettre, voilà, la différence entre découverte et recrutement, c'est vraiment porté par le mot. Moi, c'est pour de la découverte métier et Hugo, vraiment, travaille avec des entreprises qui ont un besoin identifié au départ de recrutement. Donc, les objectifs de nos deux actions sont totalement différents. Donc, une entreprise qui a besoin de recrutement, c'est Hugo qui va leur apporter une réponse. Une entreprise qui veut sensibiliser au handicap, c'est plutôt moi, en fait. En deux mots, voilà, notre accompagnement se fait sur 2 mois de formation, sur 9 semaines. Donc, un de nos formateurs accompagne un groupe de 4, 5, 6 stagiaires sur cette période-là, avec une mise en autonomie progressive, mais dans l'apprentissage des compétences métiers, voilà, ce sont des experts métiers, nos formateurs, et de favoriser leur intégration dans les équipes pour qu'à l'issue du parcours, ils soient le plus opérationnels possible et être recrutés. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre, du coup, a une question? Si vous avez besoin, en complément, j'ai fait cette année avec mes formateurs des petites missions de reportage où je peux vous transférer éventuellement des témoignages de stagiaires qui, en 3 questions, on s'était tous missionnés sur 3 questions. Pourquoi as-tu choisi de faire un dispositif Handiwork? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quelles sont les difficultés rencontrées? On a commencé à le faire aussi avec des chefs d'entreprise. Donc, j'ai 2 témoignages de l'enseigne boulanger du Pontet avec Valérie de Blasio qui nous avait fait part de son témoignage. J'en ai un second qu'un formateur a recueilli. Donc, ça fait partie de témoignages terrain qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez, je peux éventuellement vous communiquer 2-3 vidéos comme ça qui parlent vraiment concrètement de ce qu'on a pu échanger et ce qu'on a pu faire cette année. Ça dure 1 minute 30, 2 minutes. Ça peut s'envoyer facilement ou par Internet, par mail ou par WeTransfer. Donc, s'il y en a... Si vous pouvez l'envoyer, on se chargera du coup de le transférer. D'accord. Du coup, comme je n'ai pas suivi le début de la réunion, c'est Magali Sotoka qui m'avait conviée à participer avec vous à ce webinaire. Donc, je sais pas alors c'était elle du coup qui devait se charger du coup de l'animation de cette réunion, mais en fait, comme je l'avais dit au tout début, elle est en arrêt du coup aujourd'hui. Donc, elle n'a pas pu et du coup, je l'ai dû la remplacer en urgence. Donc, comme du coup, je l'ai indiqué, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est enregistré.
Et nous allons faire aussi un compte rendu. Donc, on reviendra vers vous en ce qui concerne du coup le compte rendu. La diapositive aussi de l'AGFIP qu'elle souhaite partager. Sébastien aussi, si tu souhaites partager ton diapo ou les coordonnées, voilà, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, on transférera toutes les informations pour que vous puissiez par la suite aussi peut-être entre Handiwork et le CRIC peut-être travailler ensemble, ça sert à ça aussi. Aussi du coup, comme je le disais, du coup le 12 juillet, il va y avoir du coup le 3e webinaire et le dernier de la série du coup. Et donc celui-ci, il sera plus focalisé sur le public senior en situation de handicap. Et du coup, le 13 septembre, sur toute la journée, du coup, on organisera la visite de structure et dont, du coup, le CRIC qui nous recevra et son restaurant collectif dans Sébastien Vente. Donc voilà, si vous voulez participer, vous savez que vous pourrez vous inscrire. Voilà, le but, c'est aussi de faire découvrir du coup les entreprises adaptées et les AT sous un autre angle. Donc voilà, c'est des informations que vous aurez du coup par mail aussi. Et puis, comme d'habitude, du coup, Magali se chargera aussi de faire des invitations sur LinkedIn. Et voilà, il faut toujours, jamais oublier du coup de vraiment s'inscrire et pas juste participer en ligne. Voilà. Pour info, si ça vous intéresse aussi dans les dates, moi je suis sur Toulouse le 7 juillet prochain pour la matinée dans un établissement qui nous reçoit pour la remise d'attestation de compétences des stagiaires. Donc si vous êtes disponible ce matin-là, il y a un petit déjeuner qui est offert par l'établissement Clermont-Capla à l'occasion de la remise des attestations de compétences. Donc il y aura des stagiaires, des référents établissements, des chefs d'entreprise, moi je serai présente et il y aura mon formateur aussi qui est sur Toulouse. Donc je sais que c'est bientôt, on n'avait pas spécialement prévu voilà, de parler de ça aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous fais parvenir l'invitation. C'est avec plaisir que je vous accueillerai le 7 juillet. Donc c'est à Clermont-Capla, les AT, Saint-Orens-de-Gameville, je crois, la situation. C'est noté sur l'invitation. Voilà, c'est avec plaisir que je vous accueillerai et si vous avez un moment, on sera là-bas. Super, avec plaisir, oui. Du coup, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on va mettre un terme du coup, à ce webinaire. Je vous remercie tous du coup d'y avoir participé. Donc, comme je vous ai dit, on se chargera du coup de vous envoyer le compte rendu avec toutes les informations des 3 intervenants. Donc, merci beaucoup à vous 3 pour votre intervention. Et je vous souhaite à toutes et à tous du coup une bonne journée. Merci. Belle journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous.